va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et batterie, les poignets balancés à l'avant des écoliers, balancés dans l'air sans avoir d'air, soulés dans le temps. Au fond de l'abus du souffle qui s'étire, c'est bon, c'est tout blues. Mais si c'était ça la vie, si on ne l'avait pas dit, les piques époques aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis le mot d'on dit, dans les mots doux, dis les iris. Françoise Verchères, vous êtes une ancienne élue. Oui. Alors d'abord, peut-être commencer, votre profession c'était quoi finalement? J'étais professeure de lettres classiques, D'accord. du latin, du grec, des choses comme ça. Et vous êtes devenu, vous étiez au Parti Socialiste il y a une trentaine d'années, voilà, plus d'une trentaine d'années. Vous avez été maire d'un village, d'une commune de Loire-Atlantique, la commune de Bouguenais. Vous avez été vice-présidente de Nantes Métropole, vice-présidente du département, conseil général, ce qu'on appelait. Et puis, je fais vite, vous avez quitté le Parti Socialiste, vous êtes rentré au Parti de gauche. Et vous êtes connu un peu plus nationalement que sur votre département parce que vous vous êtes engagé fortement sur Notre-Dame-des-Landes. Oui. Alors, je ne vais pas vous faire parler de Notre-Dame-des-Landes, mais qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce qu'il faut retenir du combat de Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, par exemple? Alors, il faut retenir du combat de Notre-Dame-des-Landes qu'hélas, il n'est pas un combat particulier ou isolé ou une sorte d'ovni. C'est hélas un combat comme beaucoup d'autres. Il a pris une ampleur nationale, probablement été un des plus médiatisés, un des plus évidents, et il a mobilisé énormément de gens de partout en France, donc pas seulement la Loire-Atlantique, mais il a les mêmes ingrédients en gros que beaucoup d'autres mauvais projets, c'est-à-dire c'est un projet du monde d'avant, décidé par des élus qui n'ouvrent pas vraiment les dossiers, mais qui se contentent de répéter attractivité, compétitivité, croissance, etc., qui refusent de se remettre en question et qui poussent jusqu'au bout un mauvais projet. Et la particularité de celui-là, c'est qu'il a mobilisé fortement, on va dire à partir des années 2010, même si la résistance a commencé avant, mais à partir des années 2009-2010, il a pris une ampleur extraordinaire et il est devenu en quelque sorte le projet qui cristallisait le refus d'une certaine politique. Et donc, voilà, c'est pour ça je pense que tout le monde connaît Notre-Dame-des-Landes qui n'aura jamais d'aéroport et que personne ne connaît Bouguenais, ma pauvre commune, qui a un aéroport et qui est beaucoup moins connu que Notre-Dame-des-Landes. Je vais insister sur la question, parce qu'on est en 2022. Partout en France, c'était annoncé depuis plusieurs années, puisqu'il y a déjà des collectifs qui se sont battus par rapport à ça, par rapport à ce qu'on appelle les bassines, chez nous, des retenues d'eau. Du coup, avec ce qui est annoncé, mais aussi cet été qu'on a vécu, de la sécheresse effective partout, enfin dans beaucoup d'endroits. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement de ce combat-là par rapport à ces collectifs? On pense chez nous à la retenue de la Clusa. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que ces collectifs qui se battent actuellement pour les bassines et pour les retenues, qu'est-ce qu'il faut qu'ils retiennent justement? J'aimerais qu'ils retiennent tout ce que nous avons essayé de théoriser dès le début, c'est-à-dire qu'on n'a pas de victoire si on ne s'appuie pas sur en gros 3 piliers. C'est ce que nous avons, nous, un peu théorisé. Le pilier qu'on a appelé citoyen et qui comporte aussi ceux qui ne se revendiquent pas forcément du mot citoyen, mais qui viennent occuper le terrain, qu'on a appelé les zadistes. Donc une mobilisation massive, le plus massif possible, de la population, des agriculteurs dans notre cas, des zadistes qui ont effectivement empêché concrètement le démarrage des travaux. Mais on s'est aussi appuyé sur ce qu'on appelait le pilier juridique, c'est-à-dire que nous avons contesté toutes les décisions et au bout du compte, ce qu'on ne raconte jamais, c'est que nous avons gagné 2 ans après l'abandon du projet. Et ça, c'est un des paradoxes de la justice en France, c'est qu'elle peut déclarer illégal un projet qui a déjà été réalisé. Donc il faut tout faire pour l'empêcher de démarrer le projet, car peut-être qu'on gagnera quand même juridiquement. Et le troisième volet, le troisième pilier sur lequel nous on s'est appuyé, c'était le volet politique, c'est-à-dire qu'on a essayé de mobiliser les partis politiques
Alors, très souvent, ça a été les partis d'opposition, mais pas que, parce que sur Notre-Dame-des-Landes, il y avait une union incroyable entre le Parti socialiste, les républicains, et voilà. Mais nous, on pense que c'est vraiment ces 3 facteurs-là qui permettent la victoire. La différence avec ce que je vois dans les combats d'aujourd'hui, c'est qu'hélas, le gouvernement n'a tiré qu'une leçon de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire plus jamais de ZAD, plus jamais de mouvements comme Notre-Dame-des-Landes. Et effectivement, on voit bien qu'il met en place tous les moyens pour empêcher ce que nous avons réussi à faire à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est ce qui m'inquiète le plus pour les mouvements d'aujourd'hui. Celui des bassines, la manifestation a été interdite. Nous n'avons jamais connu ça. Toutes nos manifestations ont été autorisées, même quand elles se sont mal terminées. Avec un nouveau mot qui est arrivé, qui n'était pas nouveau, mais enfin qui a pris de l'ampleur. Le mot écoterroriste. Voilà, parce que les attentats ont permis, et les lois qui ont suivi les attentats ont permis d'utiliser le levier de la peur. Et maintenant, on assimile des résistants et des gens qui s'opposent légitimement à de mauvais projets à des terroristes. Donc c'est gravissime pour la liberté de manifester, pour le droit fondamental, car à ma connaissance, on a encore le droit dans ce pays de contester des projets. Il y a même des procédures pour les contester. En fait, nous avions montré que les procédures étaient biaisées, c'est-à-dire que c'était ce qu'on appelait de la pseudo-démocratie, l'effet Canada Dry, la démocratie Canada Dry. On vous demande votre avis, très bien, on l'a recueilli, vous avez pu parler, mais on va quand même faire exactement ce qu'on a envie de faire. Et alors maintenant, c'est pire, puisqu'on continue à avoir l'effet Canada Dry, pseudo-démocratie, et en plus, on vous interdit de manifester votre mécontentement. Donc moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'évolution que je vois est inquiétante. Je constate, parce qu'il y a des décisions qui viennent de tomber aussi, par exemple le contournement de Strasbourg, le contournement autoroutier, qui a mobilisé, mais pas comme Notre-Dame-des-Landes, il a été réalisé et la justice vient de le déclarer illégal. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Et nous avions à l'époque, au moment de la mort de Rémi Fraisse, qui a quand même été un choc, et qui aujourd'hui, je crois, n'empêcherait aucun politique décideur de dormir. J'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire que même la mort d'un militant aujourd'hui ne ferait rien ou presque. Quand Rémi Fraisse est mort, il y a eu une tentative de nous remettre autour de la table, de nous faire nous expliquer. Nous avons expliqué ce qu'il faudrait faire pour ne pas être dans des impasses qui aboutissent à des manifestations qui peuvent dégénérer, etc. Nous avons donné des pistes à l'État. Il n'en a rien retenu. Rien, sauf la criminalisation à venir des oppositions. Est-ce qu'il n'y a pas un paramètre, pas nouveau, mais en tout cas de sensibilité par rapport à ce qu'on appelle l'opinion publique, qui fait que, sur l'eau, je parle aujourd'hui par exemple, qui fait que ce paramètre-là, s'il existe d'une façon forte, peut inhiber en tout cas des réactions du pouvoir, Oui. Alors je crois qu'effectivement c'est la seule chance que l'on peut avoir, c'est que l'opinion publique se rende compte qu'effectivement le changement climatique, ça n'est pas pour le siècle prochain, ce n'est pas pour dans 3 générations, c'est maintenant, et que tout le monde va en souffrir. Mais est-ce que ça va suffire? Moi, je regarde les chiffres. J'ai regardé sur les méga-bassines, la manifestation, c'était quoi? Entre 4 et 6 000 personnes. Bon, il faudrait qu'on soit plus, Il faudrait qu'on soit plus. Ça n'est pas rien, ça n'est pas rien. Mais bon, à Notre-Dame-des-Landes, on a été jusqu'à 20 000, 30 000. Et il y a quand même aussi une peur de manifester. Moi, je le dis, je suis allée 10 fois, 20 fois, 100 fois manifester avec enfants et petits-enfants. Je ne le ferai plus. C'est-à-dire, j'irai moi, mais pas avec mes petits-enfants. J'ai trop peur maintenant pour ce qui se passe. Donc ça, ce frein-là existe. Alors après, le deuxième, bon ça c'est un frein important, la peur, je pense. La fatigue aussi, la lassitude, parce que tellement d'énergie pour arrêter un mauvais projet, et aussitôt 10 mauvais projets, c'est l'hydre de Lerne. À chaque fois qu'on a coupé une tête, il y en a 10 autres. Voilà. Après, est-ce que... Tout à fait. Moi, je n'y ai jamais cru à Sisyphe heureux parce que j'ai assez remonté mon rocher sur la montagne de Notre-Dame-des-Landes pour trouver que c'était quand même dur de s'imaginer heureux. Mais de fait, on ne peut pas lâcher parce que les choses empirent. Alors, est-ce que l'aggravation
Parce qu'en ce moment, là, on a quand même une trajectoire d'aggravation, à tout point de vue. Les températures, les catastrophes naturelles, etc. Est-ce que ça va renverser l'opinion publique suffisamment? Moi, ce qui me frappe, c'est que, on parlait des pesticides là tout à l'heure, 85% des Français disent qu'il faudrait sortir des pesticides. Et on continue comme si de rien n'était. Donc, quel est le poids finalement réel de l'opinion publique pour les dirigeants? On a l'impression que ça n'existe même plus, quoi. Alors, justement, tu parlais vous parliez de 3 combinaisons, hein, le judiciaire, la mobilisation citoyenne, et puis le politique. Vous qui étiez une ancienne élue, quel regard vous avez aujourd'hui, par exemple, sur, d'une part, peut-être les élus en général, plutôt d'un niveau, au niveau municipal, mais aussi de cette... Est-ce qu'on peut croire encore au niveau des élus, est-ce qu'on peut croire aux élus, à la représentation? On voit le taux d'abstention qui monte. Quel regard vous avez, vous, aujourd'hui? Oh, j'ai un regard très, très pessimiste et très critique. Je crois vraiment que beaucoup d'élus ont creusé effectivement ce qu'ils appellent aujourd'hui le désarroi citoyen. Les élus sont les premiers responsables. C'est-à-dire qu'à force de promettre sans tenir, de faire l'inverse de ce que l'on dit, il ne faut pas s'étonner, et moi ça fait des années que je ne m'étonne pas de voir monter le niveau de l'abstention. Parce que je crois qu'effectivement, les élus ont perdu une forme de crédibilité, et je conçois tout à fait que des nouvelles générations se disent à quoi bon voter, puisqu'on a à peu près tout essayé et ça n'a pas changé grand-chose. Eh bien, on va faire autre chose, ou alors on ne va rien faire du tout. Donc la tentation, c'est le repli sur soi, ou alors carrément le refus total de la représentation. Bon, moi, j'ai été élevée dans cette culture de la représentation. Je ne sais pas comment on peut fonctionner sans avoir un minimum de règles, d'organisation, de représentation. Mais je pense qu'il faudrait vraiment interdire le pouvoir dans la durée. Et je le dis d'autant plus que j'ai été élue très longtemps et j'ai vu à quel point les dangers existaient de se laisser embarquer dans une professionnalisation, dans une forme de pouvoir un peu totalitaire, parce qu'un maire, par exemple, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Et donc, le fait d'interdire, par exemple, un cumul dans le temps et un cumul des fonctions pourrait être une forme, au moins, de renouvellement de la politique. Et alors, par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup maintenant, je ne l'aurais jamais dit il y a 20 ans, mais je m'intéresse beaucoup au phénomène aux propositions de tirage au sort, de conventions citoyennes. Moi, j'ai été très intéressée par la Convention citoyenne sur le climat, parce qu'elle a fait finalement ce que nous avons fait à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qu'on ignorait. On s'est formé. Et ce combat nous a tous grandis et on est ressorti avec des idées qu'on n'avait pas forcément au début. Et ça a été pareil pour les citoyens de la Convention climat, mais vous voyez bien ce qu'il en est arrivé. On a mis à la poubelle ce travail extraordinaire. Comment voulez-vous que les gens continuent à y croire? On a eu le grand débat après les Gilets jaunes, qui a été une merveilleuse manière d'enterrer cette aspiration populaire à du changement et à une prise de considération. On a eu la Convention climat qui a encore une fois enterré toutes les bonnes propositions qui en sortaient. Non, franchement, je suis très très pessimiste là-dessus. Françoise, vous n'êtes quand même pas désespérée, puisque vous continuez le combat, vous ne lâchez pas le morceau. Et avec Maxime Combes et Daniel Ibanez, vous avez travaillé, en tout cas à une future proposition de loi, pour rendre obligatoire l'isolation des passoires thermiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, parce que là, c'est vraiment d'actualité? Oui, c'est tout à fait d'actualité. On a été tous les trois frappés par le fait que, après cette canicule, après les problèmes qui vont venir cet hiver, si l'hiver est un peu rigoureux, de chauffage, on s'est dit, mais alors, quand même, ça fait des années qu'on aurait dû isoler les bâtiments. Et alors, notre proposition, elle est beaucoup plus large que l'isolation sur les passoires thermiques. C'est l'isolation des bâtiments, qui représente quand même pratiquement entre 45 et 50% de la consommation d'énergie en France. Donc, c'est pas rien. Si on veut faire des économies, le col roulé ne suffira pas. Bon, donc on s'est dit, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça fait 20 ans qu'on parle de rénovation, d'isolation, et en fait, le rapport de la Cour des comptes, tous les observatoires du logement finissent par nous dire non, on arrive grosso modo à isoler à 200 000 logements par an. On en a pour je ne sais combien de temps. Donc, on s'est demandé pourquoi ça ne marchait pas. Et en fait, c'est assez simple. Parce que nous sommes en France dans une culture
de la complexité. Donc, on imagine des usines à gaz avec toujours la même idée, c'est la subvention. La subvention, si vous entrez dans les critères, alors la petite case, vos revenus, le nombre de personnes, etc., etc., finalement, on aide des gens qui ont les moyens de rénover. Et ceux qui n'en ont pas, eh bien, de toute façon, le reste à charge ne leur permet pas d'isoler. Donc, je parle des propriétaires individuels ou institutionnels. Donc nous, on s'est dit, il faut probablement changer complètement la perspective. Et là, on a eu une idée, effectivement, qui est tellement, sans doute, simple et tellement originale que personne ne veut même la regarder de près. On s'est dit, obligation. Tout le monde doit isoler. C'est la Constitution, le préambule maintenant à la Constitution. Chacun doit prendre part à la préservation de l'environnement. Bon, mais en contrepartie de cette obligation, il faut des vraies aides. Et l'aide, pour nous, ça serait un prêt de l'État, alors qu'il l'organise comme il le veut, un fonds, pas un fonds, on s'en fiche, un prêt qui est donc au maximum de 30 ans, mais qui doit être remboursé s'il y a par exemple vente de la maison, de l'appartement, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut rembourser, ou bien à la succession. Et sans condition de ressources, c'est-à-dire ce n'est pas une usine à gaz. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour vous aider à faire un dossier pour récupérer 1 000 € de subvention, parce qu'on en est là. C'est une hypothèque classique. Absolument. L'hypothèque, absolument, c'est une hypothèque. Voilà, et quand vous avez remboursé, votre bien est dégrévé, enfin, il n'y a pas de problème. L'avantage, c'est que ça n'augmente pas la dette du pays, parce que ça, comme il y a une contrepartie, ça n'augmente pas la dette. Ça permet à tous les propriétaires d'isoler. Pour les locataires, c'est immédiat, effet immédiat. Donc, c'est tellement simple que, évidemment, tout le monde se dit « Ah oui, mais quand même ». Alors, ça, c'est vraiment très caractéristique de notre pays, c'est qu'on n'arrive pas à changer un logiciel. Donc, à la place de se dire « Ça n'a pas marché, la subvention », par exemple, Daniel le dit très bien, il dit plein de partis politiques s'offusquent qu'on donne de l'argent aux entreprises, et il n'y en a pas un qui s'offusque qu'on donne de l'argent, finalement, à des propriétaires qui ont les moyens. Parce que, voilà, moi, j'ai fait isoler ma maison. Je n'ai même pas demandé la prime, parce que c'est tellement compliqué qu'on y passe plus de temps que... Voilà, mais pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire. Vous êtes, on peut dire, dans un tour de France, quand vous avez du temps, en tout cas, vous sollicitez, vous allez voir les élus. C'est quoi les parlementaires, c'est quoi le retour? Le retour, c'est que certains nous disent « Ah oui, c'est intéressant », mais bon, vont-ils aller plus loin? Parce que moi, je connais suffisamment les élus pour savoir qu'hélas, ils n'ont pas beaucoup de temps pour vraiment rentrer dans un dossier. Alors, il y a par exemple, moi je sais que le Parti socialiste a regardé, mais comme eux-mêmes, ils ont déjà proposé des lois avec de nouveau les subventions pour X, Y, Z, eh bien, ils vont avoir du mal à changer de perspective. Voilà. Nous, là, pour le coup, là, on s'est dit, nous, aucun parti politique en particulier. Le premier qui veut la proposition, il l'utilise. Et si c'est le maire, eh ben, ça sera le maire. Voilà. Et d'ailleurs, il devrait, parce qu'il pourrait dire, je fais une loi la plus écolo possible. Françoise, merci beaucoup. Merci à vous.